Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je retourne une vidéo collection. Ça fait 2 ans, quasiment jour pour jour. Demain, ça fera 2 ans que je n'ai pas fait de vidéo collection. Et je me suis dit, lors de la dernière vidéo, que je retournerai une vidéo que seulement si il y avait du gros changement. Et le gros changement, en premier lieu, c'est la décoration. Vous avez des fresques murales ici présentes, donc Spider-Man 2, une grande fresque de Panini faite par Gabriel Delotto. Là, une autre fresque, des covers encadrés. Ouais, j'ai mis un gros accent sur la décoration, parce que j'estimais que j'avais pas une collection qui était assez mise en avant, avec des goodies, des fresques, des peintures, ou même des objets qu'on m'a offerts ou que j'ai achetés auprès de mes camarades. Donc voilà, ma collection se segmente en plusieurs parties. Donc vous avez mon coin Warhammer 40K, donc ça c'est nouveau. On a mon coin Urban Nomade avec quelques Panini Pocket. La collection elle a bien changé. Mon coin manga, bon, certes, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Et attendez, je peux y remédier. Bam. Voilà. J'ai accentué aussi sur les Lego, la décoration, X-Files. On a vraiment accentué la chose dans ma chambre. Vous avez des Lego, le Dark Falcon, le logo Star Wars. Franchement, j'ai vraiment accentué sur la décoration. Et donc là, on peut partir sur Warhammer 40K. Alors là, j'ai une sélection plus ou moins grande sur le fluff. Donc qu'est-ce que le fluff? C'est le terme pour dire le lore des univers de Warhammer 40K. Alors là, on a l'hérésie d'Horus, plus précisément le siège of Tyra. Donc après que Horus ait trahi l'Imperium, et on suit donc la bataille qui se passe sur Terre. Et on suit ces événements-là dans la collection Siege of Tyra. Il y en a 2 pour l'instant qui sont parus. Il y aura bientôt un 3e tome qui va sortir. Donc là, vous avez alors une série de romans que j'aime énormément. Héros de l'Imperium et défenseur de l'Imperium de Siafasquin. Et Siafasquin, c'est vraiment trop cool. Si vous cherchez des romans qui sont sympathiques sur l'univers de Warhammer 40K, je peux que vous conseiller Siafasquin. Siafasquin, c'est quoi? C'est un Coar qui a une chance ou une malchance légendaire. Pourquoi je dis chance ou malchance? En fait, ça dépend du point de vue. En gros, dans l'univers 40K, ce qui compte, c'est l'effet d'armes, c'est la gloire, c'est l'honneur, et c'est aussi l'empereur, l'empereur dieu de l'humanité. Et Siafasquin, il, comment dire, bah en fait, c'est un gros lâche, et il se retrouve toujours dans des situations où c'est désespéré, une WAG. Qu'est-ce qu'une WAG? C'est une horde de orques, et même cette qualification, cette appellation est une insulte à la WAG. Donc une WAG, c'est quand je vous dis c'est une horde, c'est vraiment par horde de 100 000 voire de millions d'orques. Et ils se retrouvent à des événements comme ça, face à des démons, je veux dire, ils se retrouvent dans des endroits comme ça. Et à chaque fois, il finit par gagner, par on ne sait quelle pirouette scénaristique, mais à chaque fois, on lui dit ah, vous êtes un héros de l'humanité, vous êtes un sauveur pour nous, franchement, sans vous, Serfasquin, l'armée ne serait pas pareille. Alors que lui, dans sa tête, il a le syndrome de l'imposteur parce qu'il se dit mais moi, je suis pas là pour ça, quoi, je suis pas là pour. Pour vraiment défendre l'Empire, je suis là non pas vraiment par dépit, parce que il se dit c'est quoi la meilleure condition quand on vit dans cet univers, bah, c'est d'être un haut gradé, et donc au final il est un inquisiteur. Donc un inquisiteur, pour faire court, c'est quelqu'un qui va motiver les troupes. Et quand je dis motiver, c'est si vous quittez ou vous hésitez à répondre de mes ordres, je vous tue. Voilà comment il motive ses hommes. Et en vrai c'est ça un inquisiteur. C'est pas vraiment que ça, vous allez voir bien plus tard que dans Les Fantômes de Gaunt par Dan Abnett. Dan Abnett est aussi un écrivain de comics. Et pourquoi je dis c'est différent? Parce que dans Les Fantômes de Gaunt, donc dans Le Seul et l'Unique de Tanit, on a un inquisiteur qui a vraiment de l'amour fraternel, hein. Pas de l'amour voilà, avec un grand A, mais l'amour fraternel et le respect de ses hommes. Et on a vraiment un, un personnage qui est vraiment intéressant, l'inquisiteur, qui est... Franchement, j'ai pas lu sur les 12 tomes qui sont parus, j'en ai lu que 2. Donc, mais vraiment, on a vraiment une très bonne série de romans écrits par Dan Abnett. Donc là, vous avez tous mes codex. Orc, Necron, la garde impériale, les Space Marines, on a vraiment tout ça. Mes codex, ça, je les ai eu gratuitement, on me les a offerts. C'est la V10.
Et donc voilà, un petit coin sympathique. Attendez, je vais prendre ma lumière. Bam. Donc là, on a du Alex Ross, Spider-Man 600, qui est vraiment trop cool. Et ça, je trouvais sympathique de mettre des héros dans des conditions, dans des situations un peu saugrenues. Ils sont tous aux toilettes, ils se posent leur pêche. Et c'est vraiment sympathique. Donc là, j'ai aussi fait un grand changement en termes de VO. J'ai énormément de VO. J'avais que 3 box avant, 3 box et demi. Maintenant j'en ai beaucoup, j'en ai quasiment 11 de box. J'en ai là. Et je ferai une vidéo vraiment dédiée sur mes VO. Parce que j'en ai un peu plus de 1000. Donc c'est vraiment intéressant à vous montrer. Donc là, mes Lego, il y avait eu du nouveau. Pas mal du CS, pas mal de grosses boîtes. Mes Lego qui sont vraiment sympathiques. Je suis trop content de les avoir. C'est surtout ceux-là. Beaucoup de nostalgie dans ces Lego, dans ces sets Lego. Surtout celui-là, que j'ai toujours rêvé de l'avoir quand j'étais plus jeune. Celui aussi. Et le vaisseau de Grievous qui est vraiment incroyable. Donc là, il y a vraiment du changement. Donc ça a toujours été là. Mais ouais, on a énormément de changements. Que ce soit en Batman, que ce soit en JSA, que ce soit en tout. J'ai même des omnibus en VO de Lucifer, parce que j'adore le personnage de Lucifer. Et je trouvais ça dommage que Urban n'édite pas, alors que c'est dans l'univers de Sandman. Donc quelque chose qui pourrait intéresser les lecteurs. Et surtout, c'est vraiment un super récit de Mike Carey. Et je trouve ça dommage qu'il n'ait pas eu. Donc, n'ayant pas l'offre, je vais où les récits sont. Et j'ai vu qu'il y avait 2 omnibus. Et je les ai payés pas cher. Je les ai payés 110 € les 2. Pour ceux qui connaissent un peu la cotation des omnibus VO, on est sur 125 $, donc à peu près 115 €. 9, un par tome, je veux dire. 9. Et là, j'en ai eu pour le prix de 1. J'ai eu les 2. Donc, plutôt intéressant. Là, je suis vraiment content de vous le présenter. Donc, The Protectors de chez Palladium Comics. C'est un projet français. On me l'a offert. J'ai fait un live avec les copains de Comics Corp que je salue chaleureusement. Et j'ai une grosse pensée à eux. Et on a discuté de leur projet. Et j'ai vraiment été touché par leur projet parce que c'est vraiment cool. C'est fait par 2 personnes autodidactes. Un qui a dessiné, qui fait au dessin et l'autre au scénario. Et franchement, j'ai été touché par leur projet à tel point que je voulais leur acheter et ils m'ont dit non, on te l'offre. J'ai dit mais non, mais allez, je vous paye les frais de port. Et pas du tout, franchement, des gens super sympathiques qui sont on n'a pas le même âge, mais on a les mêmes passions. Iman, The Mask, Senseiya, franchement on a vraiment un amour partagé pour ce genre d'univers et ces récits des années 80-90, ces dessins animés dont j'ai été touché quand j'étais plus jeune. Et donc j'ai un regard un peu pareil que mes congénères, quarantenaires, cinquantenaires. J'ai grandi grâce à mon père dans ces années-là, ce qui fait que j'ai énormément de points communs pop culture avec les gens d'ancienne génération. C'est pas péjoratif, hein, c'est parce que souvent on parle de génération, et donc je fais part de mon expérience. Et là, un coin dont je suis vraiment très fier, je vais mettre ma lumière, mon coin Vampirella Red Sonja, et je peux vous dire qu'elles sont vraiment très belles mes covers. On a du Kyu Young Eom, un dessinateur, une étoile montante du comics, artiste cover, pardon, dans le monde du comics bien évidemment. Ça, j'ai pas le nom de l'artiste, mais la personne est vraiment talentueuse. Donc là, on a du Josh Byrne. Et j'essaie de faire des dioramas, donc que les covers elles se répondent, que fassent un ping-pong dans les endroits. Donc là, on a du Peach Momoko sur Vampirella Red Sonja, du Josh Byrne qui répondait à l'autre cover qui était juste ici. Là, on a du Cédric Poula pour la Vampirella et du Josh Byrne pour Red Sonja. On a du Kyu Young Eom pour répondre à celle-ci. On a du Monsieur Garcin sur le personnage de Conan, signé par lui-même. Et une sublime Virgin cover par Monsieur Garcin sur le personnage de Red Sonja. J'ai vraiment galéré à trouver celle-là et je l'ai pas eu pour pas trop cher, mine de rien. Je l'ai eu 35 € quoi, franchement.
C'est pas énormément par rapport à la cover en elle-même. Le fait que ce soit signé, j'ai eu la chance d'avoir un passionné de comics qui me l'a vendu pour pas trop cher. Et je suis extrêmement ravi. Et vous allez voir le gros changement dans la collection, outre l'aspect esthétique et visuel ici présent. D'ailleurs, je ferai un point sur ce comics-là, parce qu'il y a vraiment toute une histoire derrière. C'est que je me suis, lancé sur Power Girl, et je peux vous dire que mine de rien, il y a vraiment du lourd. Attendez, je bouge mon siège. Et franchement, on est vraiment sur du lourd, quoi. Donc on a du Thiago da Silva. Attendez, parce que hop, j'ai le choix de la place. Thiago da Silva, Will Jack, Ariel Jazz, Adam Hughes, Carla Cohen, Frank Shaw, Will Jack en CGC signé et non. Vous avez ma cover préférée all time de toutes mes covers que j'ai vues et que j'ai. C'est celle de Will Jack sur Power Girl. Hop. Attendez, j'essaye de... Voilà, comme ça je peux utiliser mes deux mains. Ouais, donc la 1053, donc 1053, moi je dis 1053, c'est beaucoup plus simple pour moi. Elle est vraiment magnifique. De East Side Comics, pour ceux qui veulent les références. On a un CGC signé par Warren Louvre, un magnifique cover. La 1051 de Warren Louvre sur Action Comics, magnifique. Et on a du RGM en Virgin Foil. Et je peux vous dire que je les ai pas payés si cher que ça, mine de rien, pour ceux qui veulent. Les références, celle de RGM, je l'ai payé 65€. Donc 70€ avec frais de port inclus. Celle de Red Sonny en Virgin, je l'ai payé 90€. Donc je l'aurais payé plus que ça si je l'avais payé sur eBay. Parce qu'elle vaut 65$, à 65€. Donc 80$ à peu près. Mais je l'ai eu sur Vinted pour 90€, frais de port inclus. Je me suis dit, si je l'importais des US, ça me reviendrait à plus que ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et je cherchais à avoir une Virgin sur le personnage. Et là, je me suis lancé sur la fresque Flash Gordon de 1934 jusqu'à de nos jours. Et franchement, j'ai toujours été passionné par Flash Gordon, que ce soit la série de 2004 et surtout le film des années 80, où quand il devient footballeur professionnel de football américain, alors qu'à la base il est joueur de polo. Donc là, on a vraiment le cliché américain, et ce film est un nanar, mais un nanar épique, franchement, que je ne peux que vous conseiller, que j'ai découvert grâce au film Ted, qui est vraiment cool. Qu'est-ce que j'ai de nouveau sont donc les covers de Absolute, Superman, Batman et Wonder Woman. Donc une connecting, qu'est-ce qu'une connecting? C'est que chaque cover complète la suivante, et ce qui forme un tout cohérent. Et je peux vous dire que j'ai galéré à les trouver. Celle-là, où je bouge avec la lumière, ça va, je l'ai payé, si ça fait un peu cher, 40€, mais bon, c'est à peu près 15€ la cover de manière générale. Pour le coup, où j'ai plus géré mon affaire, c'est sur cette connecting-ci. Je l'ai payé 20€, donc j'ai acheté chez Comic Zone dès que c'est sorti en fait. J'ai payé ça à moins de 6€ la cover, ou moins de 7€ la cover. Enfin bref, c'est m'est revenu à 20-21€, frais de port inclus, de Mike Spears, superbe connecting. Là on a du Raphaël Albuquerque, mais je préfère dire avec l'accent. Et donc là, j'ai vraiment avancé sur la complétion de mes séries qui étaient déjà en cours. Que ce soit, j'ai du nouveau avec Irrécupérable, donc Irrécupérable, du Dash Red ou Invincible. Invincible, j'avais jusqu'au tome 7. Vous allez dire, mais il est où le tome 7? Il est là. Mais vous allez me dire, mais Nathan, t'as pas lu alors que tu les as achetés? Et non, je suis en train de les lire pour la 3e fois. C'est tellement bien Invincible que je l'ai lu pour la 3e fois. Là, je prends mon temps parce que c'est à peu près un récit culte que j'aime lire de nouveau un peu une fois chaque année. On a les affaires classées de Judge Dredd qui sont vraiment cool. Encore des covers de Vampirella. J'en ai partout. Là on a du Will Jack sur All Star Comics, c'est un reprint. Ouais, le contenant c'est un reprint, la cover est inédite. C'est vraiment magnifique, c'est une magnifique cover. J'ai payé un peu cher, mais ça va. Voilà, quand je dis un peu cher, j'ai payé ça 65€ brut, et avec les frais de port on est à
quasiment 80-85 € la cover. C'est pas la cover que j'ai payé le plus cher, vous allez voir plus tard quelle est la cover que j'ai payé le plus cher. Ça c'est une cover que j'ai payé 50 €. Bon c'est cher, hein. Je suis d'accord avec vous, mais je suis tellement fan de Power Girl que vous allez voir, j'ai vraiment des folies sur Power Girl. C'est simple, je vous spoil, j'ai tout ce qui s'est fait sur Power Girl. Mais vraiment, je cherche là actuellement des covers où elle apparaît sur 1 cm. Cherche pas les covers où elle apparaît dans les récits, mais cherche les covers où elle apparaît sur la première de couverture. Et je cherche vraiment des trucs où elle apparaît sur 0,5 cm ou dans le reflet d'une manche. Bref, on est vraiment sur une complétion de fou, je suis un peu fou. Mais c'est vraiment cool à faire, c'est vraiment une chasse aux comics comme j'avais à l'époque avec le kiosque. Il fallait se dépêcher, il fallait trouver, il fallait chiner un peu, et je retrouve cet aspect là de chinage, de collection et de recherche. Vraiment il y a vraiment une véritable recherche de comics, c'est vraiment du panthéon de l'histoire des comics, parce que il y a des séries où elle apparaît, mais c'est des séries vraiment obscures. On a ça pour le coup c'est pas obscur, mais de la JLE, donc du Justice League Europe. On a quoi, on a Infinity Inc, ça c'est vraiment obscur. On a DC Comics présente Superman and Power Girl. On est vraiment sur des trucs des fois un peu niche. On a Secret Origin 11 sur Hawkman, mais elle apparaît sur la cover. On est vraiment sur des trucs vraiment perchés en termes de rareté. Et donc ouais, donc j'ai tout rangé. Donc là on a du Hellboy, parce que les covers elles cachent bien évidemment des comics qui sont derrière. Oh là, on a Scurry, Klaus, qui est ressorti chez Urban actuellement. C'est une grosse intégrale, un peu comme ça. Et elles sont... c'est un récit vraiment cool de Grant Morrison. Bon, certains n'aiment pas Grant Morrison, comme mon collègue Wally, de Just Wally. Wow, collègue camarade, je dirais. Si je peux me vanter. On a du Battle Pop qui est vraiment cool, j'ai plus de la moitié, vraiment incroyable. J'ai fait une review live sur ce comics qui est vraiment sympathique. On a du Birthright, donc un isekai dans le monde du comics qui est vraiment vraiment sympathique. Et là une cover, mais que dis-je, de l'art visuel, qui est la cover de Irving Rodriguez sur Power Girl. Alors celle-là, je peux vous dire que j'ai galéré à la trouver. Rien que la trouver déjà c'est dur. Même sur eBay, Vinted, Le Bon Coin, tous les sites de revente, quasi impossible de la trouver. C'est une 1.25 sur le numéro 8 de Power Girl de 2023. Et je peux vous dire que je l'ai payé 100 € frais de port inclus. C'est cher, oui. Vous pouvez le dire, c'est cher, je le pense aussi. Mais est-ce que ça en valait le coup? Oui. Est-ce que je regrette? Non. Donc que du plaisir. De toute façon, ma passion ne prend pas le pas sur ma vie, mais c'est vrai que c'est un budget conséquent. Donc je me la suis offerte parce qu'elle était vraiment dure à choper, et surtout elle était magnifique. Je suis tombé amoureux est un bien grand mot, mais je suis tombé BA de cette cover qui est juste sublime quoi. Regardez, je vais vous montrer, ça tombera pas plus bas. Elle est vraiment magnifique quoi, ces reflets, ce travail sur les ombres, les lumières. C'est vraiment l'expression du visage qui est super joyeuse quoi. Franchement, elle est rayonnante. Je trouve ça vraiment sympathique. Elle n'est pas non plus hyper sexualisée. Bon, certes, elle a peut-être le costume, mais elle n'est pas mise en avant comme certaines covers que je pourrais vous montrer. Ou là, pour le coup, peut-être un peu. Elle est hyper sexualisée comme là. Là, c'est hyper sexualisé. Mais là, pour le coup, je trouve que elle a plus du charme. Je dirais même pas. C'est même pas pin-up. Je dirais peut-être que c'est un peu pin-up, mais je trouve qu'elle est plus rayonnante que sexy quoi. Donc on a du Kill or Be Killed, qui est un récit d'Ed Brubaker qui est vraiment incroyable. Un psychopathe qui se voit... c'est un gars comme nous, vous et moi, qui vient se suicider. S'il te plaît, ne tombe pas, voilà. Qui vient se suicider. Et en fait, un démon vient le sauver et lui dit que s'il ne tue pas des méchants, en tout cas des gens, tous les mois, il viendrait à mourir pour le fait que... pour condamner le fait qu'il s'est suicidé. Donc pour continuer à vivre, il doit tuer des gens. Et on suit ces histoires où il se dit je peux pas tuer des gentils, donc je vais tuer des méchants. Mais la question va se poser, est-ce que le démon était réel ou est-ce une fabrication de son esprit pour lutter contre le fait qu'il se soit suicidé en fait. Et donc il y a comment dire, cet enjeu scénaristique qui est mis en avant, et c'est vraiment vraiment sympathique. On a Fatal, où on suit une femme qui pour le coup est fatale pour les hommes parce qu'elle attire comme le miel les mouches.
les hommes, et elle a un pouvoir, une emprise sur ces derniers. Et c'est un récit polar, donc ça se passe dans les années 50, en tout cas dans la première partie de la première intégrale. Elle est vraiment vraiment sympathique, je vais vous montrer. C'est vraiment vraiment cool. On est sur ce genre de récit. De toute façon, on est sur un duo connu, hein, Ed Brubaker et Sean Phillips, qui ont fait Gotham Central, j'ai dit Ed Brubaker, Killer Be Killed, Criminal, Nightburn. Donc on est vraiment sur des récits. Moi je trouve qu'il est vraiment cool, Fatal. On suit donc une femme qui. D'abord on suit un homme. Donc j'ai plus les noms, par contre, j'oublie vite les noms des gens. Hein. Je crois qu'il s'appelle Hank, je suis pas sûr. On suit cette personne. Et donc il va voir que son vieil ami est mort. Et il y a une dame qui lui dit bon, est-ce que vous le connaissez? Elle fait oui, oui. Donc ils viennent à discuter ensemble. Et il va pas arrêter de penser à elle et voir qu'elle a déjà eu emprise sur lui. Et en fait, il va découvrir que ce vieil ami cachait un récit, parce que c'est un écrivain. Et ce récit cache des choses terribles, des histoires qui, d'apparat, paraissent invraisemblables. Et on va s'apercevoir que beaucoup de ce qui est écrit s'avère vrai, voire totalement vrai. Et ça fluctue entre flash forward, donc tout ce qui se passera dans le futur, et des flashbacks, donc ce qui se passait dans le passé. Donc on est vraiment dans quelque chose de sympathique où la ligne du temps fluctue entre présent, passé, et un peu futur, même si c'est léger. Enfin, quand je dis futur, c'est sur quoi ça va découler, on en déduit nous-mêmes ce qui va se passer. Et c'est vraiment vraiment cool à suivre, à lire. Et donc voilà, je me permets de ranger. Hop, parce que je fais attention au retour caméra. Donc là on a des petits Lego. Alors celui-là, il a une histoire vraiment sympathique. C'est un Lego que j'ai eu parce que j'ai fait l'ouverture d'un magasin. Bon, je travaille plus là-dedans parce que je ne convenais pas à mes patrons parce que j'étais trop blagueur. Et encore, c'était pas des blagues méchantes, mais bon, c'était un peu de ma faute, on va dire. Et donc, quand on a répondu à on avait un certain palier, c'était 50 000 ou 70 000 euros de chiffre d'affaires. Je dis bien de chiffre d'affaires. Non, pas de chiffre d'affaires, de vente totale, donc non, de chiffre d'affaires, donc c'est ça, j'ai bien d'accord, c'est pas de bénéfice mais bien de CA, donc ouais, de chiffre d'affaires, et on devait atteindre un palier de 55 000 ou de 65 000, je sais plus exactement, et on l'a atteint, et on l'a même dépassé de beaucoup, dans une journée, hein. On a vendu 60 000 euros de Lego à peu près, et voire je sais plus si c'était 60, 78 000, on va dire 60 000, c'est beaucoup plus cohérent, et ouais, et donc on a demandé si on avait le droit à un set, et vous allez voir, je vous montrerai plus tard, je l'ai fait signer par toute l'équipe. C'est vraiment un souvenir que je tiens à chérir, parce que Lego, vous pouvez le voir, j'ai une grande passion pour cette licence, cette marque de jouets. Désolé, je vais ramasser le truc que j'ai fait tomber par terre. Et donc, ouais, ça me tient à cœur ce set. Il ne coûte pas des masses, hein. Il était offert pour dès 120 euros d'achat, mais je l'ai gratuitement parce que on a fait un bon chiffre d'affaires. Donc voilà mon coin Valiant. Oh, c'est flou. Très content d'avoir encore une fois. Ça fluctue entre illustration, CGC. On a donc plein de petits goodies. Alors celui-là, c'est un goodies vraiment important. C'est une bague officielle, hein. Attendez, hop là. C'est officiel XO Manoir qui date de la série des années 90. C'est vraiment, je crois que je dois être un des rares en France. Alors on doit pas, je dis pas non plus, je suis le seul, hein, pas ça non plus ce que je dis, mais on doit être moins de 5 à l'avoir. En France en tout cas, et on n'est pas beaucoup dans le monde à l'avoir. Parce que déjà, c'est pas forcément une série qui parle à tout le monde, XO Manoir, même si elle a marqué son temps. Mais elle est vraiment sympathique. On a des monstruosités, hein, je vais pas le mentir, mais encore une fois, je suis un passionné de tout ce qui est en lien avec ce personnage. J'ai tout en VO. On est sur ce genre de pluche affreuse, hein. Je vais pas vous mentir, c'est affreux. Mais trop fier d'avoir. On a le jeu Shadowman qui était sur, j'allais dire Saturn, mais non, on est sur... Oh mince, Dreamcast. Waouh, j'ai bugué, pardon. Pourtant j'ai énormément joué sur Dreamcast.
On a des mini-mates, donc on pouvait le retrouver dans la saison 6 de Walking Dead, où on peut voir Omni-Man et Invincible. Quand ils sont à Alexandria, on les voit. Pas ceux-là, mais ce style de jouet. Donc vraiment, vraiment cool. On a, ouais, par exemple, l'Imperium, Ninjak, Shadowman, Génération Zero, j'allais dire Sniper Killer, Super Killer. On est vraiment sur des trucs vraiment sympathiques en tout cas, que je suis fier d'avoir et de vous montrer. Des CGC, attendez, hop, contre-jour il est affreux. Voilà. De Lucio Parillo. Alors, vous avez mon coin, attendez, je vais mettre la lumière pour faire un contre-jour. Voilà, beaucoup plus beau. Donc vous avez un CGC par Gabriel Delotto, non pas signé, mais en tout cas magnifique, avec une de Peach Momoko. Donc vous avez mon coin Alien. Il y a des super récits que je conseille, particulièrement Alien l'intrus, personnellement. Elle est vraiment vraiment cool. Que j'ai dans l'édition un peu franco-belge. Et donc, qu'est-ce que l'intrus? Donc c'est une équipe de scientifiques qui vont créer un être artificiel en forme d'alien, qui peut penser comme nous, un peu comme... C'est une intelligence artificielle un peu comme Bishop dans Alien. Et en fait, leur objectif c'est pas inséminer, mais d'introduire ce sort de mecha, cette androïde, voilà, c'est le terme que je cherchais, androïde, dans une ruche alien. Et en fait, ils vont essayer de contrôler cet androïde pour détecter des informations, comment une ruche alien se crée, vit. Et au final, on va voir que les aliens discutent un peu par des phéromones, un peu comme des fourmis. Et en fait, ils vont détecter l'intrus. Ils vont trouver ça pas normal que quelqu'un qui leur ressemble à 2 gouttes d'eau vienne s'introduire dans une ruche. Et en fait, les humains, ils vont avoir des relations toxiques. Je trouve que ces récits a vraiment aussi impacté le scénario de Prometheus, parce qu'on a un gars qui va essayer d'empoisonner une personne avec des produits provenance d'aliens. On a vraiment des trahisons scientifiques. On a vraiment je trouve que ce comics, mine de rien, a marqué les films. Après, je peux peut-être me tromper, mais en tout cas, moi, il m'a laissé une grande empreinte. Peut-être que j'associe des connexions là où il n'y en a pas. Mais pour moi, ça m'a vraiment marqué ce récit de intrus, de Alien. Je ne sais pas c'est de qui, voilà, vous pouvez voir. Prosser et Jones. Je ne pourrais pas vous dire les prénoms, pardon. Mais on est vraiment sur quelque chose de sympathique. Bon, voilà, tout ce qui est Vestron, hop. Donc là, vous avez, je me mets bien. Alors, vous avez tout ce qui est mon coin Transformers chez Vestron. Un peu chez, donc, non, c'est pas Ankana, je sais plus exactement. Mais c'est à la base, c'est les BD que vous voyez, Gloire à Megatron. C'est un éditeur de manga qui s'est dit, pour l'anniversaire, je sais plus c'était le combienième anniversaire, peut-être les 60 ans ou les 40 ans de Transformers. Ils se sont dit, qu'est-ce qui est plus parlant? En fait, c'est les récits par les comics, et parce qu'il y a eu des mangas Transformers, mais c'est pas ce qui a rendu honneur au personnage et à la licence. Donc ils se sont dit, on va éditer du comics, et qu'est-ce qu'il n'a jamais été fait ou rarement fait en VF? Des récits sur les méchants. Et donc Gloire à Megatron, ça part du postulat que les Decepticons ont gagné la bataille sur la Terre, et que les Autobots sont chassés et un peu parqués à faire une résistance. Il y a vraiment tout un parallèle avec nos heures les plus sombres de l'humanité. Et donc c'est vraiment vraiment cool, en tout cas l'histoire européenne contemporaine. Donc c'est vraiment vraiment cool à lire. Il y a vraiment toutes des variantes covers qui sont dans le style un peu propagande des années 40, années 50. Et je trouve vraiment ça cool. Et que je ne peux que conseiller. Je vais prendre le premier tome. Hop, si j'arrive à le prendre, bien évidemment. Donc c'est une vidéo de chill. Je vous dis pas que je vais tout réussir du premier coup. Mais voilà, on est sur ce genre de cover qui est vraiment dans le style propagande de la Seconde Guerre mondiale.
Et voilà, donc plutôt sympathique. Bon, certes, les dessins, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais c'est pas ce qu'il y a de plus moche. C'est vraiment, je trouve que les dessins sont vraiment organiques. C'est vraiment fluide la manière dont les Transformers, les Autobots, les Decepticons sont mis en avant, de mettre en avant des machines et je trouve de les rendre fluides et pas robotiques dans leur manière de se mouvoir. Je trouve que c'est pas un exercice simple. Donc, ce qui peut expliquer cet aspect un peu cartoon, en tout cas très un peu simplifié, un peu dessin animé, qui rend plutôt bien, je trouve. Donc voilà, je peux que vous conseiller Gloire à Megatron si vous voulez retrouver pour pas trop cher. On a du ROM, du récent, hein. Pas le ROM qui est sorti en omnibus, qui relate, je parle des omnibus, hein, des récits des fin années 70, début années 80, de la période Marvel. Ça c'est vraiment quelque chose de sympathique, ROM. Alors là, on est sur là, un diorama de cover signé, donc Vampirella et Red Sonja. Et Red Sonja, je peux vous dire que celle-là, c'est ma deuxième cover préférée de toutes mes covers. Et celle-là, c'est la troisième. Et comme vous pouvez le voir, elle est juste mais magnifique. Oscillant entre puissance et beauté, je trouve que cette cover résume bien ce que un corps de combattante devrait être. Je parle de corps, hein, je parle pas de, bien évidemment, parce que là, elle a pas d'armure, c'est pas logique dans un système de combat. Mais quelqu'un qui se bat à longueur de journée, bah, c'est beaucoup plus cohérent que. Moi, j'ai pas montré. Bah, par exemple, ce genre de corps, ça fait pas vraiment très combattant, quoi. Et je dis pas que c'est pas beau, hein. Là, pour moi, c'est vraiment sexy. Là, ça reste sexy, mais ça reste aussi, je sais pas comment le décrire, mais je trouve vraiment cool d'avoir une musculature aussi développée, et je trouve que ça ne, comment dire, ça n'enlève pas la grâce du personnage. Je trouve que au contraire, ça amplifie. Et franchement, cette cover, quand je l'ai vue et je l'ai pris chez un camarade de comics, un filou, s'il regarde, je suis pas sûr qu'il le regardera, mais quelqu'un qui je m'entends très bien, me l'a vendu pour pas excessivement cher, hein, pour ce que c'est. C'est une cover limitée à 500 exemplaires, signée par Cédric Poula. Il y a la version en couleur et la version noir et blanc. La version noir et blanc, je l'ai, mais pas signée. Donc cette cover, elle vaut 45€ signée, donc c'est pas excessivement cher compte tenu du fait que ce soit signé, le fait qu'il n'y a pas énormément d'exemplaires et le fait que aussi qu'il doit faire sa marge, le vendeur. Donc j'irais plus, au-delà de dire vendeur, je dirais aussi mon camarade. Alors celle-là, c'est pas un camarade qui me l'a vendue, je l'ai payé un poil cher. Donc signé, attendez, je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus simple. Signé par Pario. Et franchement, elle est magnifique, quoi. Franchement, on dirait qu'elles ont une relation plus que combattante, là, hein. Même si elles se foutent sur la gueule, elles sont en train de se tuer. Je ne saurais pas décrire, mais on dirait qu'elles font autre chose. Et que je ne peux pas citer, sinon je me tirerais les foudres des bots de YouTube. Mais voilà, je trouvais ça vraiment magnifique comme cover, que je ne peux que vous conseiller, même si elle est un poil chère. Donc c'est Vampirella vs Red Sonja volume 2, numéro 1, en Virgin Variant. Ce qui n'est pas dit aussi, c'est que c'est une Limited Edition, donc je dis pas que c'est ce qu'il y a de plus simple, mais je trouve que les Virgin, c'est ce qu'il y a de mieux. Quand on est passionné de comics, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau par rapport à avant. Attendez, j'ai enlevé mes covers pour que vous puissiez voir mes récits. Donc on a du Crimson. Crimson, c'est vraiment cool. Encore une fois, je ne pourrais pas vous dire les noms du personnage, parce que c'est quelque chose que j'oublie. Mais vraiment, un premier degré, c'est quelque chose que j'oublie. Et on est vraiment sur un récit vraiment cool d'Humberto Ramos. C'est vraiment le premier récit d'Humberto Ramos. Donc certes, le scénario ne vole pas très haut. On est sur quelque chose un peu sexy. Mais on est sur un jeune adolescent qui vient être infecté par une morsure de vampire et se retrouve être l'élu de la prophétie vampirique et va être le parangon des vampires, et donc il va se voir conférer une mission qu'on pourrait dire même divine, parce qu'on oscille entre démons et même des anges. Je vais essayer de trouver, voilà, donc là vous avez l'ange Gabriel, là je sais plus c'est qui, mais je crois que c'est Michael, je ne suis pas sûr, non, Michael c'est lui, ou c'est elle. On a des dragons, on a vraiment des choses sympathiques. Celle-là c'est la cover classique, donc c'est une cover qui était quand même limitée. Je sais plus combien d'exemplaires, mais en tout cas il n'y en avait pas énormément. Et je la trouve magnifique, c'est une wraparound cover. Donc une wraparound, qu'est-ce que c'est? C'est que
toute la cover forme un tout cohérent. Donc c'est pas une connecting, mais c'est que ça forme quelque chose de cohérent. Et je la trouve bien plus jolie que la version de Original Comics de Thomas Rivière, le T-Word, le personne qu'on ne doit pas nommer. Bah, je la nomme, je m'en fous. Mais je la trouve bien plus jolie que celle qu'il a faite. Et même lui, il s'est dit merde, pourquoi Glénat. Alors, je ne retrouverai plus la vidéo, hein. Mais il disait à un moment pourquoi Glénat ne nous a pas prévenus, parce que elle est vraiment bien plus jolie que celle qu'il avait. Et tu m'étonnes, elle est magnifique. Justement, je crois qu'elle est. Voilà, vous avez le tirage unique. Tirage unique. Et je crois que c'était un dessin qui a été refait par Humberto Ramos pour cette édition, pas pour cette version française, mais un dessin unique pour le fait que cette intégrale allait sortir aux USA. Donc là, on a vraiment quelque chose où j'ai craqué, j'ai pété mon crâne. J'ai pris que des récits où il y avait Red Sonja et Vampirella. Vampirella, il n'y en a pas énormément, hein, mine de rien. Il n'y a que 5 covers qui sont sortis, 5 comics plutôt. Un 6ème chez Semic, avec Dracula, je crois. Et franchement, on est vraiment vraiment pas, je dirais pas des bangers, mais on est sur quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment cool. Attendez, que je me trompe pas. On a aussi un récit de Frank Shaw, hein, Jungle Girl. Et donc là, on a vraiment les premiers récits de Red Sonja. Alors, j'allais pas dire une petite prévention, mais sachez que ce récit, si vous le voulez en noir et blanc, il existe, donc chez les éditions, je ne sais plus, mais il y en a encore de disponibles si vous voulez en noir et blanc. Là, pour le coup, je trouvais que les couleurs, elles étaient vraiment cool. Je trouve que ça a été recolorisé pour l'occasion, en tout cas, c'est pas les couleurs de base. D'habitude, les couleurs, elles vieillissent plutôt mal. Là, pour le coup, on voit que c'est pas des couleurs des années 70. Hein. Et je trouve que, j'ai peut-être une popular opinion, donc une opinion qui va diverger par rapport aux autres, mais je trouve que ce qui vieillit le plus vite surtout, c'est pas le dessin dans les comics, je trouve que c'est les couleurs. Les couleurs, pour le coup, vieillissent très mal, je trouve. Moi, je préfère, par exemple, je bifurque, mais je vais vous montrer un récit que j'adore particulièrement, donc du Conan. Donc vous allez voir, moi je suis très récit années 70-80, alors que je suis très jeune, hein, j'ai 24 ans, demain je fête mes 25. Et vous allez voir, ces dessins, ils sont magnifiques. Pour la plupart de Don Buscema. Regardez, oh là là, ces trapèzes, ces deltoïdes, ce grand dorsal, oh là 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 là. On est sur quelque chose de magnifique, quoi. Même la musculature du cheval, quoi. Franchement, on est sur quelque chose de magnifique, quoi. Et ça, c'est des dessins qui sont des années 70. Peut-être pas pour le numéro 19, hein, mais même le numéro 19, on a du Barry Windsor Smith. Barry Windsor Smith, bon, certes, peut-être les gens de mon âge ne connaissent pas forcément, attention, je ne généralise pas, mais franchement, on est sur quelque chose de waouh. Moi, enfin, sincèrement, moi, quand je dis ça, mais je me prends une claque dans la rétine. Regardez, on sent que c'est l'impact des années 70, mais pourquoi c'est autant impactant? Parce que c'est en noir et blanc. Et je vais pas vous mentir, c'est parce que le travail du noir et du blanc a été magnifique. C'est pour ça que les mangas marchent si bien aussi, c'est parce que ce qui vieillit le plus vite dans un récit, c'est les couleurs. Et ce qui pourrait me faire démentir un peu, je suis d'accord, je pourrais vous l'accorder si on échangeait, bien évidemment, là je me fais la réflexion tout seul, mais sur Flash Gordon, les dessins des années 1930 sont magnifiques, hein, des années 30. Mais franchement, je vous montrerai. Non, je ne pourrais pas vous montrer ce qu'il faudrait que je grimpe. Mais vous pouvez que me faire confiance, ou en tout cas vérifier si vous l'avez. Mais les dessins sont magnifiques de Alex Raymond. Mais les couleurs, elles sont pas si criardes que ça. Il y avait vraiment, je dirais pas un travail, mais ça refait vraiment penser. Attendez, je vais vous changer de page, comme ça vous avez l'animation dans cette vidéo. Je trouve que ça fait penser. Pas à Victor Hugo, à Jules Verne. Voilà, les couleurs me font penser à Jules Verne. Je sais pas pourquoi, au XVIIIe siècle. Je sais pas, je suis clairement replongé dans cette période-là de la littérature quand je regarde les récits et les dessins de Alex Raymond sur Flash Gordon. Ça me fait vraiment penser à ça. J'allais dire 2001 l'Odyssée de l'espace, mais non, mais Terre et à la Lune de Jules Verne, où il y a un moment, la Lune, elle reçoit un missile dans l'œil, et un moment dans Flash Gordon, il y a un peu cette patte graphique que je trouve vraiment magnifique, quoi. Et comme vous pouvez le voir, là, je suis en train de vous montrer des petites pages, on est sur... Attendez, je vais vous montrer, c'était en quelle année, hein. Voilà, 1980, on est vraiment sur le début des années 80, et certains qui diront oui, mais j'aime pas du tout les dessins des années 80, je trouve que c'est vieillissant, que je n'aime pas. Je peux l'entendre, mais regardez ces covers, ces dessins, elles sont juste magnifiques, quoi. Je mets ça sur le côté parce que
Sinon, je vais vous montrer bien après donc ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. On est sur des petites pépites. Je le montrerai après, c'est juste que je prépare. Bon, alors là, vous allez voir, il y a que... Alors, attends, il y a que du sexy. Hein. On est vraiment sur... On est vraiment que sur des trucs plutôt sympathiques. Il n'y a pas que ça, hein, personnellement. C'est juste que là, j'ai mis mon coin sexy qui s'étend... oui, c'est tellement à peu près jusque là. On a vraiment une cinquantaine, peut-être pas une centaine, mais au moins 70 covers sexy. Bon, je vais vous montrer quelques covers. On a du Nathan Zersdi. Bah, je vous montrerai après. Petit leak. Donc on a vraiment des récits sympathiques de chez Grave Zeppelin. On a tout ce qui est sur Red Sonja. Donc la Diablesse à l'épée, donc qui est vraiment tous les premiers récits, la grande période de Red Sonja dans les comics des années 70, début 80. Franchement, c'est vraiment sympathique. On a l'autre monde qui est un récit où elle apparaît dans, bien évidemment, vu que c'est dessiné en Amérique, le centre du monde, elle apparaît à New York, parce que bien évidemment New York c'est le centre hypodermique de la Terre. C'est là que tout se passe. Hein. Donc c'est vraiment sympathique avec des covers qui sont à se damner. On a l'event Legendary, donc c'est un univers un peu steampunk. Je vais vous montrer pour ceux qui sont passionnés de steampunk. J'essaye d'animer un peu parce que m'entendre que ma voix, même si elle est suave, elle n'est pas suffisante pour animer cette vidéo, hein, bien évidemment. On est vraiment sur des récits assez classiques, hein, là pour le coup. Je ne pourrais vous dire parce que je ne l'ai pas lu, hein, personnellement, ça serait vous mentir et mentir, je n'aime pas. Mais on est vraiment sur quelque chose de sympathique. Et pour ceux qui aiment bien l'univers steampunk, qui se diraient ah mince, après Lady Mechanica, qu'est-ce que je pourrais lire de vraiment sympathique. Donc là, on a vraiment un event autour de l'univers des personnages assez anciens. Donc là, c'est chez du Dynamite. Donc là, on a The Green Hornet. On a Red Sonja. Ici, on a Vampirella. On a The Ghost. Je suis pas sûr, hein, mais je crois que c'est The Ghost. Là, on a Zoro. Et pas de Rorona Zoro, on parle bien de Zoro Zoro. Ouais, je me perds. Donc là, on a du Flash Gordon. Là, je ne saurais vous dire qui c'est, mais ce n'est pas Aquaman. On a vraiment des récits vraiment sympathiques. Et voilà. Donc Legendary, si vous cherchez du steampunk, vous avez. Donc, vous avez deux récits, plusieurs récits. Vous avez un sur The Green Hornet, en tout cas en France. The Green Hornet. Vampirella, Red Sonja, et voilà. Tout ça, c'est sur Grave Zeppelin. Donc là, j'ai mis parce que je voulais faire une continuité graphique et du personnage. Donc Red Sonja, nanana, Legendary, donc là, Vampirella, connecting en termes de narration. Et là, on a Wonderland qui est vraiment. C'est flou. Ah, pourquoi c'est flou? Ah, voilà. Wonderland, qui est l'histoire non pas de Alice mais de sa fille, qui est vraiment sympathique, où on vraiment dépeint un univers vraiment de folie, hein, vraiment. Ça parle de thématiques assez lourdes, on parle de viol, de suicide, on parle de choses assez graves, narrées sous un ton un peu sexy, mais on est vraiment sur ce genre de... Pourquoi c'est flou? On est sur vraiment ce type de narration. Donc là vous avez donc, Alice of Wonderland. Donc Alice à Wonderland, ça se passe avec Alice bien évidemment, donc ça se passe avant Wonderland, qui est un prequel. Vous avez Wonderland qui se passe, donc c'est un sequel, c'est la suite de Wonderland. Là vous avez après la magie d'Oz, donc c'est l'histoire du magicien d'Oz, donc j'ai lu le premier tome qui est vraiment, je vais pas vous mentir, c'est vraiment cool, c'est chez Zenescope, donc c'est Grave Zeppelin qui est fait, hein, mais chez l'éditeur Zenescope. Donc Zenescope, on va pas se mentir, pour ceux qui connaissent, on sait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment des covers que sexy, et il n'y a que très peu de récits qui fonctionnent chez Zenescope. Il y a quoi? Bon, il y a Wonderland qui a vraiment fait popper, je vais vous montrer des récits, des pages, pardon, tombe pas, c'est pas tombé, ça. Qui a vraiment fait popper dans le monde du comics Zenescope, c'est Wonderland, hein, on va pas se mentir, on est sur ce genre de récit qui est vraiment sympathique, mine de rien. On n'est pas sur des dessins moches, on est vraiment sur quelque chose de plus ou moins joli. Et Zenescope, c'est vraiment, en termes de comparaison française, on est vraiment sur
Voilà, Bliss c'est qu'un éditeur, mais en termes de popularité par rapport à Panini et Urban, on est vraiment sur ce type de comparaison quoi. Bliss j'adore, vous voyez, mais je pourrais pas dire que ça équivaut à Panini ou Urban en termes de vente. Bah, Zenescope c'est à peu près pareil, et donc ce qui les a vraiment fait connaître du grand public, c'est ce récit Wonderland et The Grimm Tale, donc les récits de Grimm, des contes Grimm, et c'est vraiment vraiment cool. Donc c'est saupoudré donc bien sûr de sexy, hein. Faut plaire à la jante masculine, dont je suis le premier sujet, hein. On va pas se mentir, dire oh non je n'aime pas du tout le sexy, je n'aime pas du tout. Pas du tout, mais vraiment pas du tout, pas du tout. Mais au-delà de ça, c'est vraiment vraiment cool. Comme récit à lire, j'ai vraiment lu et c'est vraiment sympathique. On n'est pas sur un récit où c'est vraiment ah non, j'ai besoin d'aide et donc je demande à mon ami masculin. Non, c'est vraiment, si je dirais pas de l'émancipation féminine, attention. ce serait abusé, hein. Mais on est vraiment sur des récits vraiment 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 sympathiques. On est sur du sexy pour nous les mecs, et on est vraiment sur des héroïnes un peu fortes. Mine de rien, on n'est pas sur Sigourney Weaver en mode replay et je casse des culs, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, et parce que mine de rien, Ripley, donc Sigourney Weaver, pour moi c'est une icône, c'est une référence du personnage féminin badass en fait. Tomb Raider non. Pour moi c'est trop sexy, mais Sigourney Weaver, franchement moi elle a marqué mon adolescence, hein, personnellement. Cette badassitude incarnée, dans le 4, même si le 4 il est pas folichon, quand elle jette la balle de basket, incroyable, alors que je crois que c'est une première prise ou une deuxième prise où elle l'a fait et tout le monde est choqué, et la réaction qu'ils ont c'est pas simulé, donc c'est vraiment vraiment cool. Donc ouais, non, je ne peux que vous conseiller Wonderland et l'univers un peu du Magicien d'Oz et tout. Ne tombe pas. Bon, c'est pas grave, je rangerai après de toute façon. Si je sors tout ça, c'est pour bien sûr vous montrer, hein. Ah. Oh putain. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, on est sur... Attendez. Ah, j'ai perdu mon badge. Ma lumière, ouais, c'est pas grave. On va passer sur les covers, les variantes covers. Ouais, je vous ai dit, hein, j'ai quand même prévu ce que j'allais vous dire, mais on reste sur une vidéo assez chill, hein. Je vous montre encore, hein, je vais parler après des récits d'Urban. Donc là, je sais pas où j'ai mis ma lumière. Allez, là. Comme le docteur. Alors, on a vraiment de tout. Ici, je vais mettre ma lumière. Bam. On est sur toutes mes Virgin covers, hein. On est vraiment sur quelque chose de vraiment sympathique. Oh là là, hein. C'est pas que des Virgin, hein, mais il y a aussi voilà, du Conan et du Conan. Je dirais encore du Conan. Attendez, je range. Madeleine Prior. Du Punisher, du Carnage, du Emma Frost de mémoire. Oh, et oui. Du Bloodshot. De mémoire. Alex Ross, qui est magnifique. Je crois que j'en ai encore deux. Galactus et Magneto. Ah, Magneto, je l'ai passé. Oh, pourtant, il est bien, ouais. On a du RGM. Là, on a du Ivan Talavera, qui est magnifique. Là, je vous ferai une vidéo en dédiée sur mes variantes cover. Qu'est-ce qui est sympathique? Fire is Ice. C'est... J'ai pas envie de tricher. Attendez. Passer sinon. Avancer de 10 secondes. Ah, Inukli. Attendez. Ah, on voit pas bien. Inukli. Je suis fier de moi. Alors, on a du Hard Gem. Ah, c'est chiant que ça se dézoome pas. Allez, voilà. Bon, ça c'était des... Je sais pas pourquoi, qu'est-ce que ça fout là. D'ailleurs, qu'est-ce que ça fout là. Hop. Ah oui. Alors là, ça, c'est une cover de Ariel Diaz qui est magnifique. Donc de Starion, de Cosmocat pour la version française et Thundercats pour la version américaine. Donc là, on est
sur vraiment quelque chose qui me touche particulièrement. J'ai grandi avec Cosmo Cat. Cosmo Cat. Bon, je chante très très mal, hein, mais on s'en fout. On est sur pas Eventao, si c'est ça, c'est Eventao en Virgin Foil. Les gens disent foil, mais comme elle est en Virgin, il n'y a que le dessin. Je dis Virgin Foil, voilà, je cherche à être précis, moi monsieur. Ma petite dame, référence à Thomas Rivière, que je ne peux pas saquer, hein. Je cherche pas à mentir, je ne peux pas le saquer. Thundercats, toujours du Thundercats, et encore une dernière de Pario, qui est vraiment cool. Et là, on tape sur... je crois que c'est... Attendez, je crois que c'est... non, c'est Red Sonja directement. Parce que j'avais The Beast. Allez, où The Beast? Battle Beast. Attendez. Voilà. On est Beast, on a ça, et on a la une aussi, mais de Bjorn, qui est magnifique, hein, soit dit en passant. Je le dis souvent, soit dit en passant. On range un petit peu. Voilà. Red Sonja. Bon, c'était avant, donc c'est ici. Non. Voilà. Je range. J'aime pas le... Donc voilà. Donc mes covers de Red Sonja. Je vous montre que les covers sexy, hein, marque sexy. Voilà. Je vous montre ce que j'ai de plus mieux sur Red Sonja. Une cover qui est assez recherchée sur Adam Hughes. J'adore. C'est un truc que j'adore énormément. Je vais pas tout vous montrer parce que j'ai d'autres chats à fouetter sur mes covers, mais c'est vrai que on est sur des choses assez sexy, quoi. Donc là, on a du Vampirella par Vasquez. Ouais, je sais pas si c'est John Vasquez. Enfin, bref, en tout cas, je sais que c'est Vasquez. On a... Donc lui, je l'ai plus. Je sais plus c'est qui. Mais ça, je sais que c'était à la Terrificon. Donc là, on a du Wheeljack. Vous pouvez voir que j'adore Wheeljack. Vous doutez pourquoi, hein? On a... elle, je n'ai plus son nom d'artiste. Qui est plutôt sympathique, qui est plus dans les mœurs d'aujourd'hui. De Nathan Zerzi, qui est vraiment excessivement cool. Une de 1990, dans les années 90, c'est une Virgin aussi. Assez fier de l'avoir parce que c'était très très rare d'avoir des Virgin à l'époque. Que j'ai regardé à l'intérieur, on est vraiment sur des trucs que je ne peux pas montrer. On est encore quoi? Ouais, on a des trucs assez cool. Ouais, on est sur... qu'est-ce que j'ai après? J'ai du sexy. Ouais, ah oui, on est sur quelque chose, une autre cover cool. Qui est vraiment vraiment sympathique. Et après on est sur des trucs que je peux moins montrer. Attendez, je cherche des trucs. Ah oui, alors celle-là je peux vous montrer, mais elle est vraiment limite. Mais c'est ma cover préférée de Kyung Eom. Kyung Eom, c'est celui qui a fait cette cover là et cette cover là-bas. Alors attention, on est vraiment sur quelque chose principalement pour la jante masculine, hein. On est vraiment sur chercher un truc où il n'y a pas trop de reflets. Donc voilà, on est sur ce type de cover. C'est ma préférée de lui. Et je l'ai eu pour 20 balles, alors que les covers de Kyung Eom, même si c'est une étoile montante, elle commence vite à côté. Je vous invite, si vous aimez son trait, à foncer dessus. Donc c'est Gun Une, celle-ci. Donc Gun comme Gun, Une comme le miel. J'ai quoi aussi? J'ai du Gun Une, donc ça c'est Hit Speaker, voilà c'est ça, j'arrête de faire mon accent anglais. Celle-là c'est vraiment cool, de Cédric Poula. Donc ça c'est du Jim Joe, c'est du J. Joe, Cobra Army, voilà, Cobra Army. Elle est vraiment cool, je tenais à la voir. Celle-là on me l'a offert, la personne que vu que je commande souvent chez elle, elle a déterminé que j'aimais bien les covers sexy. Et celle-là, franchement, mine de rien, elle existe sans les bandeaux. Et franchement, même si celle-là elle doit coûter moins cher que les bandeaux, je la préfère comme ça. Mine de rien, je trouve que c'est mieux, c'est moins... même si elle est vachement sexualisée, hein, attention. Hein. Mais on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus attrayant, je trouve, que si elle était vraiment que toute nue, quoi, à poil, quoi. Donc là on a du Rags, ça c'est un reprint, quand je dis un reprint, c'est un third printing. Donc ce qu'est un third printing, c'est que le numéro a tellement bien marché qu'ils en ont fait un second, et là c'est le troisième tirage. Qu'est-ce que je peux pas encore vous montrer? Ah oui, celle-là elle est vraiment cool, ça c'est vraiment un comics officiel de Marvel, c'est de Lee Inuke, non, Lee Inuke ou Inuke Lee Inuke, voilà, parce qu'il y a Inuke Lee et il y a Lee Inuke. Donc là c'est Lee Inuke.
Faut pas s'y perdre. Alors celle-là, celle-là je peux pas la montrer. Je peux montrer la suivante. Attention, ouais, je peux la montrer celle-là. Alors, celle que je peux pas vous montrer, c'est la même, mais elle a pas de vêtements. Donc, c'est difficilement montrable. Vous vous doutez pourquoi, hein? Voilà, on est sur ce genre de cover. Là, on a Miss Miaou. Mine de rien, c'est des covers qui sont assez, pas covers, mais c'est des comics qui sont assez compliqués à choper, hein, on va pas se mentir. Et ça, je les ai pour une bouchée de pain. Je les ai pour 5 € le tome. Sauf celle-là où j'ai payé 20 balles, mais elle est magnifique. Attendez, parce que comme je bouge, ça nique le plastique. Voilà. Et voilà, donc voilà, on est sur ça. Donc, hop. On va ranger un petit peu. Parce que je vais vous montrer ce que j'ai réussi à avoir en termes de cover sur le personnage de Power Girl. Et mine de rien, on est sur vraiment des choses assez cool. Hop. Oh, là. Ok. Donc là, c'est la première apparition de Power Girl. Vous doutez bien que c'est compliqué d'avoir la première apparition. Et donc, qu'est-ce que j'ai? La première apparition. Donc ouais, on est vraiment sur quelque chose de... J'ai quasiment tout ce qui s'est fait sur le personnage. Je vous ferai une vidéo bien plus détaillée sur le personnage de Power Girl, mais j'ai tout ce qui s'est fait quasiment sur le personnage de Power Girl, hein. Donc on est sur vraiment des pépites. Attendez, hop, Adam Hughes. Attendez. Hop. Voilà. On est vraiment sur des choses assez cool. Faut pas que j'abîme. Faut pas que j'abîme mes bouquins. Donc j'ai tout Power Girl, hein. J'ai le run de Connor et Palmiotti. Attendez, je vous remontre. Parce que sinon... Ah, c'est tellement serré, parce que j'ai tellement bourré les covers. Donc j'ai toutes les covers iconiques. Bah j'ai tout en fait, j'ai quasiment tout. J'ai tout sur Power Girl, hein. On est sur vraiment des... J'ai aussi Huntress et Power Girl, donc les World Finest. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, j'ai du Amcomi. Je les ai tous, hein. On est vraiment sur ce genre de complétion, quoi. C'est simple, j'ai tout. Qu'est-ce que je pourrais... Ah oui. Quelque chose d'assez cool. Attendez, j'essaie de trouver le numéro 1. Ça, c'est Power Girl. Voilà. Non. Celle-là, je l'ai en double, vu que je l'ai en CGC. Donc celle-là. Donc, cover de Gary Frank. John Boy Meyer. Sozo Mecha. Ah, je les connais par cœur, hein. Je connais trop les artistes qui ont travaillé dessus. Qu'est-ce qu'on a encore? On a du Warren Louvre. Ah, c'est chiant. C'est chiant. Plein. Ah ouais, je peux vous dire. Ah, c'est vraiment bourré. Du Ariel Jazz. Nathan Zerzi. Non, c'est Ivan Talavera. Et c'est Zerzi après. Qui est vraiment cool. Nathalie Sanders, parce que je l'ai passé. On a du Warren Louvre qui est magnifique. Donc, si je l'ai passé, c'est celle-là. Voilà. Nathan Zerzi avec des tatouages. J'aime beaucoup les femmes tatouées. Parce que je suis aussi tatoué. Et je suis tatoué partout. Vu que j'ai passé... hop. Donc celle-là de Otto Schmidt. Qui est vraiment cool. Attendez, hop. Qui est toutes les variations de costumes que Kara Zor-El, donc Power Girl, a connu. Années 70, fin 70, début 80, milieu 80. Donc si j'ai bien fait mes devoirs, attendez.
Giella 58, non Giella, All Star 58, celle-là, non, oui, dont elle apparaît normalement aussi dans la GLE. Après, dans la GLE, elle a ce costume un peu iconique. Alors celui-là, je l'ai vu qu'une seule fois, mais je ne saurais plus retrouver la cover. Je ne l'ai pas, c'est un des rares comics que je n'ai pas sur elle, mais j'ai déjà trouvé la cover, mais je ne l'ai pas trouvé sur eBay ou quoi. Donc ça, c'est la version Amcomi. Ça, c'est la version World Finest. Ça, c'est la version Earthtooth. Celle-là, je suis pas sûr, mais je crois que c'est la planète Lazarus, mais j'en suis pas sûr à 100%. Ça, c'est la version 2023. Et ça, c'est la version quand elle est vers l'épisode 18-17 de la série de 2023. Qui est vraiment, vraiment sympathique. Ça, c'est une 1.25 pour ceux qui cherchent une 1.25. C'est-à-dire que pour avoir ce comics-là, le libraire ou je sais pas comment on appelle ça, celui qui achète les comics, ben, doit en acheter 25. Et là, on a celle de Frank Shaw. C'est une 1.50 qui est magnifique, que j'ai un plaisir sans nom à posséder. Et ouais, j'ai tellement vraiment de cover que je pourrais faire 3 fois ou 4 fois les séries. On est sur des petites pépites. Attendez, je vais vous montrer une cover que j'aime particulièrement. C'est la numéro 4. C'est de Jamal Campbell. Ouais, bah c'est celle-là. Elle est magnifique. Puis voilà, je vais arrêter de vous montrer des covers. On va passer à autre chose. Je ferai une présentation de comics, de comics VO bien plus tard. Donc là, il y a tous mes comics de chez Urban. Attendez. Voilà. Donc Green Lantern, que je suis très très fier de posséder. J'avais déjà une grande partie, mais j'ai complété parce que j'ai complété tout ce qui me manquait. Donc là, Flash, j'ai tout complété. J'ai même acheté de Panini pour avoir tout le run, tout ce qui s'est fait sur Flash depuis Geoff Johns. J'ai tout ce qui s'est fait depuis Geoff Johns. Qu'est-ce que j'ai en plus? Bah j'ai tout ça. Hein. Tous les Nightfall. Fils Prodige qui se passe après Nightfall. Cataclysme qui se passe avant No Man's Land. No Man's Land qui est un récit superbe, mais vraiment superbe. Il y a ceux qui sont sortis chez les éditions Paperbacks. Attendez, est-ce que j'essaie de mettre un peu de lumière parce que sinon c'est compliqué. Attendez, je vais mettre sur mon t-shirt. Ça, j'ai de la lumière. On est sur ce genre de récit, quoi. Pour ceux qui se demandaient à quoi ça ressemblait No Man's Land. Donc No Man's Land, ça fait suite à Cataclysme. Et Cataclysme, qu'est-ce que c'est? Et No Road Home, ça raconte l'histoire que Gotham subit un tremblement de terre et que Batman, et donc Bruce Wayne, est incapable de répondre à ce genre de problématiques, d'événements, même si, je suis désolé, ils affrontent des entités divines, interdimensionnelles, passé, futur, et des fois le tout mélangé d'un coup, et il peut pas lutter contre un tremblement de terre, soit. Mais on est vraiment sur un événement qui a vraiment traumatisé la ville de Gotham, et donc toute la pègre de Gotham s'est approprié chaque quartier, donc le Pingouin a sa propre aile de Gotham, vous avez Bane, le Chevalier Fou, vous avez vraiment toute une galerie du personnage de Batman. Donc pour ceux qui ont aimé les jeux de la série Arkham, No Man's Land, c'est pour vous. C'est vraiment, vraiment, vraiment pour vous. Ouais, pour ceux qui sont passionnés de pied, désolé, vous avez vu mon orteil. Ouais, et moi je ne peux que conseiller No Man's Land. Donc New Gotham, ça fait suite donc à No Man's Land, comme vous pouvez le voir. Mais la petite différence, c'est que il y a aussi une suite, c'est Meurtrier et Fugitif qui est en rupture de stock, New Gotham qui est aussi en rupture de stock, No Man's Land qui est réédité. Donc si vous voulez lire après No Man's Land, c'est possible, hein, c'est New Gotham et après c'est Meurtrier et Fugitif. Voilà, comme ça, pour ceux qui ont un peu la flemme, entre guillemets, de rechercher, bah, vous avez l'information. Et là, vous allez me dire, mais c'est bien, Nathan, mais pourquoi t'as les intégrales 3, 4, puis 2 ? Ben, pour un souci de praticité et de rangement, je pouvais pas me permettre, je pouvais pas mettre le 4 ou le 3 après, parce que sinon ça ne rentrait pas. Donc moi qui ai des tocs visuels, je ne vois que ça. Mais bon, je n'ai pas le choix, hein, de faire avec, parce que sinon c'est un comics que je mettrais en moins.
Et ça, c'est pas possible, vu pas la quantité, ça serait vantard, mais vu que j'achète beaucoup et je lis beaucoup aussi, mais c'est vrai que je peux pas me permettre de manquer de place et donc de ne pas optimiser. Et donc j'optimise tout. Que ce soit les récits, parce que par rapport à l'ancienne vidéo, il y a vraiment, à la base, j'avais que ces 3 étagères là, donc j'ai ça en plus en termes de place, hein, et en soi j'ai tout ça en plus. Pourquoi? Parce que derrière j'ai rentabilisé aussi l'espace, il n'y avait pas avant, donc en gros j'ai 3 fois 3, donc ça fait 9 cases en tout. Non, ça fait 18 cases en tout, en plus. Ce qui fait que par rapport à l'ancienne vidéo, il y a vraiment beaucoup de changements. Vous avez donc la JSA que j'ai cherché à compléter parce que j'ai une grande partie en VO et je cherchais aussi des récits qui sortaient un peu de l'ordinaire. Et la JSA m'offre ça. C'est vraiment une série qui est à la base d'abord fondatrice. C'est d'abord la JSA qui apparaît avant la Justice League, qui deviendra après aussi la JLA, donc Justice League of America. Mais à la base, le pilier fondateur de chez DC Comics, c'est la JSA. Sauf que c'est pas passé autant à la postérité que la Justice League, mais c'est vraiment un pilier fondateur qu'est la JSA. Donc je voulais lire, vu que je suis passionné, comme vous pouvez le voir, de l'histoire des comics, donc Flash Gordon, The Adventures of Conan et The Legend of Conan. Donc c'est quoi la différence entre celle-là et celle-là? Celle-là, c'est tout l'ère Marvel, mais l'ère un peu mature de Marvel sur le personnage de Conan, qui est The Adventures of Conan, qui sort actuellement en omnibus. Qui sera prévu en 12 omnibus. Vous pouvez vous douter qu'en termes d'omnibus, ça prendrait que 3 cases. Donc là, moi, ça prend 4 cases, mais c'est beaucoup plus simple à lire. C'est beaucoup plus beau. Et donc le fait que ce soit beaucoup plus beau et plus simple à lire, j'ai décidé de choisir la fresque, qui est vraiment... J'ai toute une histoire derrière la fresque. J'ai fait... Moi je suis un peu fou. Hein. J'ai fait, je crois, 10 000 km en train pour acheter des comics, 2000 km en avion pour reprendre du comics. Ah ouais, je suis sur un délire. Vous allez dire, oh, mais t'as payé cher. Alors que non, pour le train, j'avais la réduction moins 75% à la SNCF, donc je payais quasiment que dalle. Donc par contre, ce qui était dur, c'était pas le payer, c'est d'aller les chercher. Et donc là, il y a quasiment 50 kilos de bouquins. Et je peux vous assurer, donc avant j'étais en meilleure forme, là je suis encore bien. Parce que pour passer, il faut pas être bien gros. Hein. Mais ouais, j'ai été les chercher en train. J'ai fait Lille, Marseille. Et Marseille, une autre ville, je sais plus, c'est pas Soliès-les-Ponts, mais on est vraiment pas loin. et, j'ai fait, je crois... non, Conan, j'ai fait Strasbourg, Thouars, Lille, et pour Star Wars, j'ai fait Lille, Marseille, Soliès-les-Ponts, je crois. Et tout ça à chaque fois en moins de 24 heures. Donc je peux vous dire que j'en ai fait des kilomètres à suer, à porter des trucs, juste pour des bouquins, quoi. Donc au final, je le regrette pas parce que payer ça en frais de port et en frais d'importation, même si c'est que français, j'en aurais eu au moins pour 50 €, voire même plus. Donc j'ai décidé, et donc ça me fait une histoire à raconter, et même pour plus tard, moi je suis content de vivre des aventures grâce aux comics. Donc ça aussi, la fresque Altaïa, je l'ai eu sur Rennes, donc j'ai fait Lille en 8 heures. Oui, je me suis amusé à compter les heures, donc... et en plus j'ai fait des grosses économies, parce que la fresque que vous voyez là, Conan, je l'ai payé 780, donc au lieu de 1500 je l'ai payé 780. La fresque Star Wars je l'ai payé 800 au lieu de 1900 et des brouettes. La fresque Altaïa elle est à 520, je l'ai payé 160. Donc vous pouvez, je crois que j'ai économisé 2500 voire 3000 € en termes de fresque, même parce que même celle-là qui en termes bruts elle est à plus de 800 € à peu près, moi je l'ai payé 400. Donc ouais, je suis assez content de vivre des histoires grâce aux comics, qui me fait bouger, rencontrer des gens, des passionnés. Parce que des fois, les gens ils vendent, mais pas par plaisir, mais par contrainte. Et le fait que ça tombe dans les mains d'un passionné, les gens sont contents. Et donc des fois, ça justifie le prix qui c'est pas excessivement cher, parce qu'ils se disent, bon, ça tombe dans la main pas d'un scalper. Parce que bien évidemment, on emmerde les scalpers, hein. On les emmerde bien profond. J'ai aussi, donc je suis un passionné de, comme j'ai pu le dire bien avant, j'ai grandi dans les années 80-90, donc bien évidemment j'ai tous des récits sémiques, Lug, Artima j'en ai pas beaucoup, j'ai tout Wolverine, donc j'ai les griffes de Wolverine, j'ai les signets de Monsieur Garcin, j'ai tout l'histoire de Wolverine jusque l'ère Krakoa qui est ici.
mine de rien, malgré le fait que malgré le que ça n'existe pas dans la langue française, donc malgré le fait que j'ai les covers de Power Girl, derrière j'ai les comics en kiosque de X-Men, donc numéro 1, 169 et ainsi de suite, jusque 2023, j'ai tout, non, 2022. Chez X-Men, j'ai tout depuis 2022. J'ai aussi, vous pouvez voir derrière les cassettes, parce que je suis un grand lecteur de cassettes, j'ai un lecteur cassette chez moi. J'ai La planète des singes et Star Wars. D'ailleurs, j'ai Semic. J'ai l'Air Krakoa qui est juste ici. On a les extras, on a les Astonishing X-Men. On a ici les donc les X-Men Universe V1, V2, V3. On a aussi les Astonishing X-Men. On a ici les X-Men Evolution, Révolution. On a les X-Men. J'arrive même plus à lire X-Men Extra, Maximum X-Men avec les récits sur Mythique, Rogue. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez niche chez les lecteurs de kiosque. Pour les passionnés de kiosque X-Men, non, c'est pas niche, mais pour les grands lecteurs de comics, ben, des fois ça passe à la trappe. Ouais, j'ai même Génération X. J'ai même les X-Men Extra V1, V2, V3. J'ai les tout. Ici, c'est tout ce qui est Ultimate. Donc, j'ai Ultimate X-Men, Ultimate Spider-Man. Et même là, il doit traîner. Je sais pas où c'est exactement. Mais ça doit être là. J'ai les Ultimate Fantastic Four. Ici, j'ai le géant de fer qui surveille mes bouquins. Attention, il est là pour surveiller que rien ne soit dérangé. J'ai toutes mes variantes cover. Ici, j'ai Joe l'aventure intérieure. J'ai Ex Machina. J'ai Saga, j'ai Top 10 de Alan Moore et j'ai plein de récits. J'ai Deadly Class qui est maintenant actuellement difficile à trouver. On a derrière Keiju Max, on a vraiment pas mal de récits que je suis fier d'avoir et de posséder. Je vous remonte la fresque qui est vraiment cool. On a ici une superbe réalisation par un de mes camarades, Webrard de Instagram. On a des prints et des décorations de l'univers comics. Là, vous avez tous mes romans que j'adore. Conan, Le Nom du Vent, Solomon Kane, Sorceleur. On a Waylander, on a Pinhead, donc Hellraiser. On a du David Gemmell, on a du 3, on a l'âme du Cardinal de Pierre Pével qui est vraiment très cool. On a les Rick and Morty, on a même des figurines Warhammer 40k. On a moi et ma conjointe. J'ai du Dune. Et là, je vous remontre mes romans Warhammer 40k pour ceux qui voudraient s'intéresser à l'univers Warhammer 40k. Une insigne communiste. Et ainsi de suite. Voilà. On a de jolis. Voilà. Et puis voilà. Je vous remonte vite fait mes fresques. Et je vais vous dire au revoir et je vous referai peut-être une vidéo. N'hésitez pas, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, de poser des commentaires et des likes, je m'en fous. Mais discuter avec vous, c'est ce qui est le plus important pour moi. Donc n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas à discuter. Pour ceux qui voulaient voir à quoi ça ressemble de plus près. Et puis voilà, donc je vous souhaite une très bonne visionnage. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.